sun lays so brightly. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier qui, je le sais, s'est fait attendre un petit mois de plus que prévu, j'en suis désolée. Comme je le disais dans la vidéo 4 conseils que j'ai publiée précédemment, j'ai eu des petits soucis techniques, mais j'ai aussi pris le temps d'investir dans du matériel. Donc comme vous voyez ce micro, j'ai également un trépied que vous ne pouvez pas voir. Et je filme toujours désormais avec mon téléphone, qui a eu quelques petits soucis d'ordre technique et logiciel, mais qui sont à présent a priori réparés. Donc on croise les doigts et on continue. Aujourd'hui, on se retrouve pour le MOOC numéro 7, qui sera l'atelier inaugural d'une série d'ateliers qui compose la deuxième partie du MOOC en fait. Donc la première était très axée écriture créative et exercice d'écriture. Là, ce sont des choses que vous pouvez directement appliquer à vos univers et vos romans en fait, et pas juste pour écrire à côté. Voilà. Et de plus en plus, on va se tourner vers tout ce qui est synopsis de travail, VS synopsis éditeur, quatrième de couve, etc. Mais ça, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, on est là pour parler dialogue, et surtout dialogue qui sonne vrai. Mais la question qui doit, je pense, vous tarauder, c'est que est-ce qu'on est obligé d'écrire des dialogues qui sonnent vrais? C'est vrai après tout, hein, tous les romans, et pas que, toutes les pièces de théâtre que l'on lit ou que l'on voit, ne sonnent pas vrais. Et ça ne nous gêne pas. C'est-à-dire que par exemple, quand vous lisez, pour prendre un exemple très connu et que j'adore personnellement, quand vous lisez le portrait de Dorian Gray, écrit par Oscar Wilde, soyons honnêtes, les dialogues, même pour l'époque où ils ont été écrits, ne sonnent pas vrais. Il y a une mise en scène, mais complètement assumée de la part de l'auteur, et qui fonctionne parfaitement. Ça veut dire que selon le type de roman que vous écrivez, vos dialogues n'ont pas forcément à sonner vrai. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Cela dit, aujourd'hui, l'atelier est pour les personnes qui, je pense, comme vous et moi, a priori, puisque vous regardez cette vidéo, cherchent à avoir des dialogues qui sonnent vrais, sans pour autant tomber dans le trop vrai, c'est-à-dire dans la platitude la plus extrême. Parce que, soyons honnêtes, quand on parle avec quelqu'un au téléphone, ou dans la rue, etc., ou autour d'un café, on n'a pas des talents d'orateur extrêmement développés, hein, et on parle comme on parlerait à un ami, etc. Et c'est le cas, peut-être, et probablement même, de vos personnages. La clé, donc, c'est de trouver un juste milieu entre Oscar Wilde, on va dire, pour l'exemple précis pris ici, mais ça pouvait être plein de choses. Par exemple, quand vous lisez, je ne sais pas moi, des pièces de théâtre de Molière, de Bertolt Brecht ou autre, on est d'accord que les dialogues ne sonnent pas vrais. Mais simplement, ils donnent l'illusion d'un vrai, d'un type de réalité, et pas d'une réalité qui est la nôtre. Et c'est aussi ça qui fait qu'on a envie de le lire, c'est que ça nous projette quelque part. Et c'est pour ça qu'il faut un juste milieu entre le côté extrêmement travaillé et waldien, et le dialogue plat que nous avons dans la vie de tous les jours. Ce juste milieu vise à atteindre ce que l'on appelle l'illusion du réel. Je pourrais vous faire une vidéo sur ça parce qu'il y a plein de chercheurs et tout qui en ont parlé, mais pour l'instant on va juste rester vraiment dans les choses concrètes, puisque comme vous le savez, ces ateliers ne sont pas là pour vous apporter de la théorie, mais des solutions qui marchent pour vous tout de suite, là, maintenant. Pour réussir à obtenir des dialogues qui sonnent aussi vrais que nature, mais qui sont un peu mieux que ce qu'on a dans la nature, je vous donne 2 conseils aujourd'hui, et je vous propose 2 méthodes, en sachant que vous pouvez choisir de tout appliquer, ou un petit peu de chaque, ou pas beaucoup, enfin bref, c'est vous, comme d'habitude, c'est vous le chef, c'est vous qui voyez. Mon premier conseil, ça va être d'oublier les verbes de dialogue trop forts, ou trop connotés, ou trop. Moi, personnellement, en tant qu'autrice, je me contente généralement de 5 verbes, qui sont dire, faire, c'est un anglicisme mais ça passe désormais, justifier, expliquer, et s'exclamer, mais très rarement. Et je vous explique pourquoi. Parce que les verbes de dialogue, contrairement à ce que l'on croit, quand on dit le personnage raconte un truc, donc nani 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 nani, enfin c'est du japonais mais c'est blablabla, virgule, dit-il, ou dit-elle, ou dit-il, peu importe. Et ce verbe-là, en fait, qui vient à la fin de votre réplique, ou qui vient juste avant aussi, c'est possible, ne sert, selon moi, qu'à une chose, structurer votre dialogue. Et par structure, j'entends que ce verbe-là vous sert à indiquer qui parle,
point barre. Parce que selon moi, et là c'est uniquement mon avis, donc vous pouvez aussi aller voir les avis d'autres auteurs et autrices, hein, c'est très enrichissant de comparer. Selon moi, un verbe de dialogue n'est pas là pour indiquer autre chose que la personne qui parle, quand il peut y avoir confusion, si vous avez 2, 3 personnages et plus. Simplement parce que le comment ce personnage parle, donc son humeur ou la manière dont il déclame quelque chose, ça passe pour moi non pas par le verbe de dialogue, mais par le contenu de ce que le personnage dit. Et c'est là que, du coup, votre dialogue va participer vraiment à l'illusion de réel et sonner très vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, vous avez un personnage qui est tout joyeux à l'idée de rencontrer quelqu'un et qui va faire « Ah, trop bien !» Voilà, quand on met « Ah, trop bien !» vous n'avez pas besoin... Alors, vous pouvez mettre point d'exclamation, s'exclama, je sais pas moi, Padmé, voilà, point, s'il y a Padmé et 3 autres personnages, on sait que c'est Padmé qui parle. Mais l'intonation, la joie, elle est dans le « Ah, trop bien !» Voilà. Bon, ça c'est assez clair comme ligne de dialogue, je pense que ça ne nécessite pas d'explication. Par contre, si vous avez un truc un peu plus compliqué, par exemple la tristesse, vous pouvez mettre effectivement des « Ah, trop bien !» 3 petits points. « Ah, 3 petits points. Trop bien. » Point. Vous pouvez effectivement rajouter « Ah, trop bien !» soupira-t-il avec tristesse. Mais généralement, déjà, le fait qu'un personnage soupire, c'est pas extrêmement utile, à moins que vous vouliez insister, mais là, c'est encore autre chose. Mais pour que votre dialogue sonne vrai, en fait, le « Ah, trop bien » suffit. C'est-à-dire « Ah, 3 petits points, trop bien, point ». Si juste avant, votre personnage avec qui il discute a annoncé une mauvaise nouvelle, on est d'accord que le « Ah, trop bien », bah, ça ne dit pas ce que ça veut vraiment dire, c'est l'inverse. C'est « Ah, ben, merde », quoi, en fait. Alors c'est pas tout à fait de la tristesse, c'est plutôt de la déception, mais vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Par ailleurs, il y a aussi des émotions beaucoup plus puissantes comme la colère, qu'on a tendance à vouloir indiquer par des verbes de dialogue très forts comme éructer, vociférer, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens éructer, mais déjà, éructer, c'est presque cracher en fait. Et oui, un personnage peut cracher au visage de l'autre une réplique, mais ça peut s'indiquer aussi par ailleurs dans tout ce qu'il y a autour de votre dialogue, par la violence des gestes, par le fait que votre personnage se précipita sur l'autre personnage et lui secoua par les épaules en lui hurlant, 2 points. Là, hurler, ok, mais éructer et vociférer, c'est vraiment... c'est des verbes très voyants en plus. Plus que hurler par exemple, qui du coup donne une idée de l'intonation, mais il n'y a pas... c'est moins fort que, vous voyez, éructer et vociférer. Et je pense que dans ce cas-là, on ne perd pas de temps, notamment quand on est en phase de correction, à faire une liste des verbes comme ça, trop forts qu'on a tendance à trop utiliser et à se limiter. Parce que d'autant plus qu'ils sont forts, si en plus on les utilise souvent, on a tendance à les rendre trop visibles et ça va sortir votre lecteur de votre scène et donc de votre dialogue et le dialogue ne sonnera plus vrai. Ces exemples-là m'amènent au deuxième conseil qui est de vous baser et de faire confiance non pas aux verbes de dialogue en eux-mêmes, qui sont comme je le dis des indicateurs de structure et de qui parle, mais au contenu du dialogue. Et pour savoir si cette ligne de contenu, vous pouvez la garder, déjà c'est est-ce qu'elle indique bien l'état émotionnel du personnage, ça peut être une chose, mais après toutes les lignes de dialogue ne sont pas là pour indiquer un état émotionnel, des fois ils ont simplement des faits. Et pour savoir si votre ligne de dialogue est utile, parce que là aussi pour qu'un dialogue sonne vrai, vous ne pouvez pas mettre les lignes de dialogue inutiles qu'on a dans la vraie vie, type les A, si on en dit tout le temps dans la vraie vie, mais dans un livre, sincèrement, au bout d'un moment, c'est lourd, c'est très lourd. Vous pouvez en mettre de temps en temps, quand pour marquer l'hésitation d'un personnage, par exemple, mais c'est à peu près tout. Si vous en mettez tout le temps, sincèrement, ça va juste faire trop, tout. Mais comment savoir si une ligne de dialogue est véritablement utile à votre récit? Quelques éléments de réponse. En fait, si la ligne de dialogue n'indique rien sur l'état émotionnel du personnage, ou encore l'état des relations des personnages en présence, ou pas en présence, hein, parce qu'on peut parler de personnages absents, ni sur la situation actuelle des personnages, ou la situation à venir, ou justement n'indique rien sur les enjeux. Donc si ça n'indique rien sur ces 4 points, donc état émotionnel des personnages, relation entre les personnages, situation, scénario et enjeu du scénario. Si votre ligne n'indique rien sur l'un de ces 4 points, alors la ligne est très probablement inutile. Ça signifie que c'est du remplissage que vous faites. Et on peut en faire de temps en temps, mais il faut savoir limiter.
Et parce qu'après, en fait, ce sont des lignes, si c'est pas utile, le lecteur, il va les sauter, en fait. Il va pas les lire. Et après, il va lire le livre en diagonale, et ça, c'est vraiment un truc que vous ne voulez pas, je pense. Enfin, moi, c'est un truc que je ne veux pas, en tout cas. Donc ces 2 conseils, c'est bien beau, mais maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour avoir un dialogue qui sonne vrai et qui soit utile au récit? Parce qu'il y a les 2 qui entrent en ligne de compte. Parce que le sonner vrai, c'est la partie réaliste de je copie le réel, et l'utile, c'est la partie illusion, en fait. C'est mon dialogue sonne comme s'il était vrai, mais il n'est pas vrai, puisqu'il est dans un roman et il est lu dans la tête de votre lecteur. Et pour ça, je vous propose 2 méthodes. La première, elle est très simple et je pense que vous n'avez pas besoin de mode d'emploi pour ça, c'est d'observer le réel et plutôt d'écouter le réel. Allez dans un café et écoutez les conversations autour de vous et prenez des notes. Moi, je le fais régulièrement, alors pas prendre des notes sur la manière, enfin sur le contenu de ce que les gens disent, pardon, mais au contraire sur la manière dont ils le disent et quel est leur gestuel à ce moment-là. Observez des gens très différents. Si par exemple vous avez un personnage qui est plutôt un peu renfermé, observez et écoutez du coin de l'œil et du bout de l'oreille un petit peu comment cette personne-là se tient, ce qu'elle fait, etc. Au contraire, quelqu'un de très expansif, comment est-ce qu'il ou elle va agir, le ton de sa voix, est-ce qu'il ou elle rit beaucoup, etc., etc., etc. Donc cette première méthode, elle est plutôt du côté réel de la force. Or là, on va passer avec la méthode 2, du côté de l'illusion de réel. Et la meilleure chose que je trouve qui donne l'illusion de réel dans notre monde, c'est le fait d'être acteur, comédien. Alors on n'est pas tous acteurs et comédiens, hein, moi je joue très très mal, mais faites comme si vous étiez sur une scène au théâtre et déclamez les lignes de dialogue de vos personnages. Alors par déclamer, c'est pas juste déclamer à voix forte et haute, comme ça, de manière très théâtrale, je suis Cyrano de Bergerac et mon nez est très long. Non, c'est pas ça. Déclamer dans le sens, mettez-vous dans les chaussures de vos personnages, mettez-vous à leur place et agissez en termes de gestuelle et aussi parlez comme si vous étiez eux. Alors évidemment ça va pas être la meilleure scène du monde, hein, mais ça va pouvoir peut-être vous indiquer de quelle manière placer vos mots à l'intérieur de votre ligne de dialogue pour que l'émotion ou l'information que vous souhaitez faire passer passe le mieux possible. Par ailleurs, le fait de les jouer, ça vous indiquera aussi si la longueur de vos phrases est réaliste en termes de dialogue, parce que dans la narration, on peut se permettre des phrases très longues le plus souvent, mais dans les dialogues, pas toujours. Ça dépend aussi du type de personnage que vous avez. Des fois, vous avez des personnages qui déclament des très longues répliques et ça ne leur pose pas de problème parce qu'ils ont un bon souffle et une bonne... Mais ça fait partie du type de personnage. Si vous avez un personnage, je sais pas moi, qui a 8 ans, à moins que ce soit un enfant très avancé pour son âge, il va faire des phrases assez courtes comme un enfant, poser des questions, etc. Voilà. Donc il faut savoir aussi de quel type de personnage vous parlez. Et pour ça, rien de mieux que de vous mettre à leur place. Et c'est là que le jeu d'acteur, du comédien, va vous être très utile, c'est-à-dire que selon la tonalité que vous voulez donner à une phrase précise, vous pouvez en fait vous amuser à déplacer, réécrire et voir. Par exemple, si un personnage vous donne un conseil à un autre personnage, selon leur type de relation, eh bien, la manière dont le conseil va être donné va être très différente. Par exemple, si c'est un personnage qui est foncièrement gentil et qui aime bien votre autre personnage, il va dire « Ah mais tu sais, moi je pense que tu devrais faire ça, ce serait mieux pour toi, etc. » Voilà, là on est dans un conseil gentil. On peut faire le même type de conseil de manière beaucoup plus passive-agressive, avec pas les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots. Par exemple, « Ah mais tu sais, si tu demandais poliment, en fait, si tu faisais ça, peut-être que ça marcherait. » Vous avez remarqué, il y a des pauses et il y a le si tu demandais poliment. Il y a une forme de reproche, parce que dans l'utilisation du passé, si le personnage disait si tu demandes poliment, ça va marcher. Là, c'est encourageant, le demande, parce que c'est une hypothèse future. Et le si tu demandais poliment, ça sous-entend que précédemment, le personnage avec qui il discute eh bien, a été très mal poli dans une de ses requêtes. Vous voyez un petit peu par où ça peut passer, les intonations. Donc c'est pas du tout par les verbes de dialogue, mais par les verbes qui sont dans le contenu, par le dialogue en lui-même. Un cran au-dessus, on passe à la méchanceté. Un personnage qui vraiment en veut, mais vraiment à votre autre personnage, peut dire quelque chose du style « Si seulement tu demandais poliment, peut-être que j'accepterais. » Et encore. Il n'y a pas besoin de dire, à la fin, ajouta-t-il avec morgue. Si, vous pouvez, mais c'est un effet de style. Et là, vous le savez, et j'ai mis le verbe ajouta-t-il. J'ai pas mis siffla-t-il avec dédain.
Ah, c'est super fort. Mais vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. C'est juste que si vous voulez que votre dialogue sonne vrai et soit très fluide, je vous conseille d'éviter les verbes trop marqués. Ça, je l'ai déjà dit au début. Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre des verbes forts comme ça, juste qu'il faut savoir les doser à toute petite dose. C'est comme le sel, on en met trop, ça gâche un plat. Voilà, donc vous avez eu 2 conseils, 2 méthodes, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme d'habitude, hein, voilà. Et je vais à présent, pour ceux d'entre vous qui sont friands d'exercices d'écriture, vous donner 2 petits exercices d'écriture qui sont en fait un 2 en 1 puisque c'est le même, mais à la version facile et version difficile. La version facile. Écrivez un dialogue entre 2 personnages avec 20 répliques et 100 verbes de dialogue. Bon, allez, vous avez le droit à 2 à 4 verbes de dialogue, mais c'est tout. La version difficile à présent. La même chose, mais avec 3 personnages, et plus, autant que vous voulez. Mais commencez par 3, déjà, c'est pas mal. Pour différencier les personnages dans ce cas-là, vous pouvez passer par le ton employé, la syntaxe des phrases, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnages très, qui parlent comme ça un petit peu avec des phrases extrêmement élaborées et des adjectifs très bien choisis et qui ont un côté un peu snob peut-être, voilà. Ou pas, qui ont des phrases très élaborées mais qui n'ont pas un côté snob, ou bien des personnages qui parlent un peu comme ça, t'as vu, avec de l'oralité. Ça peut passer aussi par l'humeur, par les accents. Moi, je sais que j'ai des personnages qui, par exemple, ont un accent du sud. Donc, j'en ai des ya, des ah, tu as vu? Le tia, ça c'est du sud, c'est de la Provence et du Grand Sud en général. Donc voilà, vous pouvez passer par ça aussi, ça peut vous aider. J'espère que ces conseils et ces 2 méthodes vous ont été utiles. Je pense que vous en connaissiez déjà une grande partie, mais peut-être que mon éclairage vous aura aidé à mieux mettre en mots pour vous et en application, j'espère, les choses dont vous aviez besoin, en fait. On se retrouve dans un mois pour un prochain atelier. Cette fois-ci, on parlera toujours d'écriture de romans, mais différemment. D'ici là, portez-vous bien et surtout, écrivez bien. Ciao, ciao. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.